Madame Aminata Touré, bonjour. Bonjour, Monsieur Vous êtes, Benaïch. vous êtes une femme d'action, vous étiez à plusieurs reprises ministre, vous avez occupé des responsabilités importantes aux Nations Unies, vous étiez aussi une parenthèse importante dans votre vie, Premier ministre du Sénégal. Aujourd'hui, vous êtes dans une phase de réflexion, vous intervenez dans le débat public, vous avez toujours cette vision que vous voulez partager avec les autres. D'abord, comment jugez-vous votre expérience de Premier ministre qui, qui a pu un peu vous donner aussi une certaine façon de mener le pouvoir, l'action? Oui, mon expérience remonte à déjà quelques temps, puisque j'ai été Premier ministre de 2013 à 2014. L'Afrique a aussi évolué entre-temps. Voilà, avec beaucoup de points positifs à noter, mais des points également à regretter et d'autres à améliorer. Je pense qu'il y a aujourd'hui sur le continent africain une demande de nouveaux types de gouvernance qui est clairement exprimée sur l'ensemble du continent, exprimée par une jeunesse, parce qu'il ne faut pas oublier que notre continent est extrêmement jeune. 70% de la population a moins de 35 ans. C'est une population mieux éduquée que ses aînés, une population qui a accès à l'information à travers les technologies de l'information. Et c'est une jeunesse également qui a plus d'ambition, je dirais. Oui, Et voilà mais le défi qui se pose aujourd'hui aux leaders africains. À l'époque, c'est vrai que le continent est jeune depuis longtemps, mais aujourd'hui, je pense que cette jeunesse revendique une présence plus affirmée, avec un désir de développement, un désir d'égalité et un désir de respect du reste du monde. oui, mais vous parlez tout à l'heure de gouvernance. On sent aujourd'hui qu'il y a un vrai problème en Afrique et ce retour des coups d'État montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette gouvernance. Comment l'expliquez-vous aujourd'hui cette envie de pouvoir changer le pouvoir? Les populations ou les peuples sont déçus visiblement. Oui, enfin, il faut relativiser. Hein. L'Afrique, c'est 54 continents. On parle de 3 coups d'État en Afrique de l'Ouest. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça, c'est très, très important à dire. Et ça, c'est à l'endroit des médias voilà, occidentaux qui ont tendance à généraliser l'Afrique. Encore une fois, c'est 54 pays avec des cultures différentes, des cuisines différentes et également des systèmes politiques différents, des expériences historiques différentes. Je vous parle du Sénégal qui n'a jamais connu de coup d'État, qui a procédé à des alternances politiques à travers les urnes. Nous venons de terminer il y a juste 10 jours notre élection municipale qui s'est passée le plus calmement avec des résultats qui ne sont pas contestés. Donc, il ne faut pas globaliser, parce que je le dis, parce que l'Afrique a souvent souffert justement d'une mauvaise politique de relations publiques. On se demande si c'est fait exprès ou pas, mais ça, moi, je me suis toujours irrigé contre cette façon de mettre toute l'Afrique dans le même sac et de ne voir que les côtés négatifs. La démocratie a beaucoup progressé en Afrique. Si vous regardez les statistiques, bon, il y a encore des points chauds, mais il y en a de moins en moins. Vous avez des démocraties. La démocratie, c'est la norme en Afrique, même si, bon, on se désole de quelques coups d'État qui se passent. Il y en a 3 dans la même zone. C'est peut-être ce qui attire l'attention. Mais d'une manière générale, la démocratie africaine avance. Il faut la solidifier. Et pour la solidifier, à mon avis, il faut 3 choses. La première chose, c'est une excellente gouvernance des ressources avec la promotion par le mérite. La deuxième chose, c'est l'implication des femmes. Elles sont 52% de la population. Et la troisième chose, c'est une jeunesse qui est plus participative, inclusive dans les politiques de développement. À mon avis, c'est les 3 éléments qui sont clés pour faire avancer la démocratie. Évidemment, on va regretter les coups d'État qui se sont passés justement dans notre voisinage immédiat du Sénégal. C'est le Mali, c'est la Guinée et récemment le Burkina Faso. Je m'en désole et j'espère un rapide retour à l'ordre démocratique.
Et cela, il faut le faire en collaboration, en discussion, justement, avec les pouvoirs militaires en place. Je pense qu'il faut privilégier la discussion, la concertation, et ça, nous savons le faire en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, pour un retour, comme je l'ai dit, à l'ordre constitutionnel, à l'ordre démocratique. Vous avez tout à fait raison de dire, de ne pas généraliser, mais il y a un constat quand même incontournable, c'est que dans cette démocratie, et particulièrement dans ce multipartisme, l'ethnicisme l'emporte à chaque fois, et on le voit, les expressions de cette, en fait, cette appartenance à l'ethnie et son instrumentalisation dans les systèmes politiques. Mais c'est une réalité malheureusement qu'on observe dans les frustrations des populations. Ah non, si on regarde l'ethnie, ça c'est justement un progrès que nous avons fait. Si vous regardez les 3 coups d'État qui se sont passés récemment, ils n'ont rien d'ethnique, hein? Absolument rien d'ethnique. C'est souvent des crises institutionnelles, voilà, des contestations électorales et surtout l'incapacité certainement des régimes dans certains endroits à gérer la question de la sécurité, la question sécuritaire. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine est davantage unifiée. La question ethnique, à mon avis, est de plus en plus reléguée au second point. Mais ce qui se passe également, c'est que la démocratie, souvent, on la réduit à des consultations électorales. C'est beaucoup plus que ça. Et ça, c'est important que les régimes démocratiques le comprennent. Il faut que les citoyens sentent dans leur vie quotidienne une amélioration notoire de leur niveau de vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes, la jeunesse africaine aspire à des standards de vie comme tout le monde dans le monde. Cette aspiration à l'égalité, c'est ça, de pouvoir vivre dans des conditions décentes, d'avoir un emploi décent, de voyager sur des routes décentes. Et évidemment, il y a également la liberté d'expression et des élections justes et transparentes. C'est un tout. On ne peut pas réduire la démocratie aux consultations électorales. Ça ne marche pas. Nous avons vu un pays à côté, pour ne pas le citer, le Mali. Le président a été réélu dans un processus qui n'a pas été contesté, mais il a été déposé quasiment 2 ans après, parce que la question sécuritaire n'avait pas été réglée. C'est la même chose au Burkina Faso. Donc, il y a cette aspiration citoyenne de mieux-être, de sécurité, de participation, d'égalité, de justice indépendante, que les gouvernants africains doivent prendre en compte comme faisant partie intégrante du package démocratique. C'est ça également qu'il faut percevoir. Lorsque vous parlez d'ethnie, j'aimerais également amener les bons exemples. Nous sommes en Afrique. On peut citer le Sénégal, le Cap-Vert, je peux aller même plus loin, en Afrique centrale, voilà, ou en Afrique de l'Est. Comme je l'ai dit, la démocratie est devenue la norme, mais elle a également, parfois, elle est turbulente, parfois, elle génère également des incohérences qu'il faut rapidement régler. Et pour ce faire, encore une fois, il faut que la demande des populations, la demande citoyenne, elle est de plus en plus forte et elle sera irrépressible et incompressible. Ça, il faut que les gouvernants le comprennent. Obama disait dans un de ses discours, l'Afrique a besoin d'institutions fortes et pas d'hommes forts. Justement, aujourd'hui, on voit que les institutions pêchent par leur faiblesse et on voit la faiblesse des démocraties, jeunes démocraties africaines. Comment aujourd'hui renforcer tout cela, donner cet élan que vous invoquez dans vos propos, à propos de la jeunesse, à propos du cercle vertueux qui porte l'Afrique vers le haut. Comment, mais cette réalité, il va falloir l'opérationnaliser. Écoutez, vous savez, c'est un processus, il n'y a pas de baguette magique hein, dans de telles situations. Vous avez des pays comme les États-Unis qui, en un jour, ont tremblé hein, quand on a vu cette invasion du Sénat américain. C'est pourtant une démocratie bien ancrée. En France, on a été ahuri de voir pendant des mois des scènes qui n'ont rien à voir avec une démocratie normale, les gilets jaunes, etc. C'est pour vous dire que la démocratie, c'est une bataille, c'est un combat continu, c'est un combat permanent. Et ici en Afrique, pour revenir en Afrique, je ne vois pas d'autre solution que l'éducation citoyenne, l'inclusivité, la bonne gouvernance, que chaque citoyen ait le sentiment de bénéficier de manière égalitaire de cet État qui doit produire
de l'éducation, de la sécurité, de la santé. Et c'est ça maintenant le défi, au-delà même de la consultation électorale, changer de parlement, de président, c'est très bien, ça fait partie du package, mais ce n'est pas suffisant. Il y a cette aspiration notamment de sécurité. Si vous regardez un peu ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, c'est lié à la situation sécuritaire du pays, une aspiration des populations. Dans d'autres pays, c'est un mauvais contentieux électoral qui a été mal vidé. Donc, il y a plusieurs causes et plusieurs raisons, mais la solution, à mon avis, qui est une solution de long terme, c'est vraiment une aspiration, disons, à une meilleure gouvernance. Dans le terme meilleure gouvernance, je mets la bonne gestion des ressources publiques, une égalité dans la répartition des ressources. D'abord, évidemment, la corruption qui doit être combattue, mais combattue vraiment férocement. Et deuxièmement, une répartition égalitaire des revenus entre les différentes parties du pays, que le nord, le centre, le sud, et le sentiment qu'il y a un traitement égalitaire des populations en termes d'investissement. Il faut également qu'il y ait une participation des jeunes, une participation des femmes. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut une alliance stratégique entre les femmes et les jeunes en Afrique. Ce sont les deux catégories qui sont les plus marginalisées, qui ne participent pas à hauteur de leur représentation. Les deux groupes mis ensemble, c'est 80%. Moi, je rêve de coalition de ce genre, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale, pour pouvoir changer l'ordre des choses. Vous avez raison dans votre optimisme de l'action, mais comment gérer les impatiences? Il y a aujourd'hui des attentes considérables et qui sont devenues inflammables pour les pouvoirs politiques, pour les pays. Comment assurer tout cela? Oui, c'est ça la question, vous venez de le dire. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Afrique est jeune. Ça veut dire qu'il y a une demande d'éducation forte, il y a une demande d'emploi très forte, et à côté, il faut en même temps développer le tissu industriel, commercial. Mais quand vous savez, être jeune, c'est par définition être impatient. Et c'est cette pression-là que ressentent justement les gouvernants. Et je ne vois pas d'autre solution que la communication, l'éducation et l'inclusivité. Lorsque les jeunes participent, ils se rendent compte de la réalité des choses et la transparence. Je pense qu'il faut, bon, c'est les anglophones qui parlent de open governance, c'est une gouvernance ouverte, transparente, qui dit les choses telles qu'elles sont, qui ne fait pas de promesses mirobolantes qui ne peuvent pas être tenues, mais qui également est exemplaire. Je pense que l'élite africaine doit donner l'exemple en termes de sobriété, voilà, de mode de vie, de mode d'action. À l'époque, je saluais certaines décisions qui avaient été prises justement au Burkina Faso, de s'habiller voilà, avec les tissus fabriqués sur place, de manger ce qu'on produit, d'être exemplaire. Je pense qu'il y a une aspiration et une demande d'exemplarité, disons, qu'on demande à nos élites, qui parfois vivent comme des élites voilà, très, très riches, alors que le peuple, souvent, lui, est très, très pauvre. Donc, je pense que cette différence, disons, de standing de vie, il faut la prendre en compte. Et je pense qu'il faut favoriser en Afrique, justement, des gouvernances beaucoup plus sobres et c'est ce qui renforce la confiance des citoyens envers ceux qui les dirigent. Vous étiez Premier ministre, donc la responsable d'une équipe qui gouverne, mais comme vous le savez, en politique, on vous juge sur l'exécution et sur la mise en œuvre. Mais tout cela, on le sait, tout ce que vous disiez, c'est des choses qui se répètent à l'infini. Mais comment aujourd'hui aller dans cette exécution qui pose problème en Afrique? Ouais, ben, comme je vous ai dit, il n'y a pas de solution. Il faut y aller, recommencer. C'est comme votre champ. Il faut le labourer encore, toujours et encore. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution. Et justement, par la mise en place d'un système de gouvernance ouvert, transparent, qui communique avec les populations, pas seulement les élites, hein, mais qui communique aussi avec les populations à la base, avec les jeunes, avec les femmes, on permet de construire un consensus autour du type de gouvernance qui est réclamé. Je ne vois pas d'autre solution. Et pour cela, je suis vraiment pour qu'on puisse justement aller également à la rencontre des populations à la base. Parce que souvent, les élites sont un peu coupées, disons, du reste de la population. Une fois que vous êtes élu, vous êtes dans votre ministère, etc., avec vos gardes du corps. Je crois que ce type de gouvernance-là
il est un peu résolu. Il faut pouvoir aller voilà, à la rencontre des populations. Il faut que les populations elles-mêmes prennent la responsabilité de leur propre développement. Ça également, c'est une autre question en Afrique. On attend tout des États. Mais il faut changer cette mentalité. Il faut qu'au niveau de la base, nous avons au Sénégal des conseils de quartier. C'est consacré par la loi sur la décentralisation. Mais les conseils de quartier doivent prendre des responsabilités en matière de sécurité, en matière d'éducation, en matière de santé, accompagnés bien sûr par l'État, par l'administration décentralisée. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on va créer cet esprit de participation, d'inclusivité et que chacun se sente acteur de son propre développement. Mais si on attend que les États africains règlent tout, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionnera jamais comme ça. Donc, il faut revoir même notre système de gouvernance qui, il faut dire, est resté sur le modèle colonial. Du temps de la colonie, l'administration était là pour servir justement la métropole en termes de production, etc. Et on a gardé ce type d'administration. Alors, l'esprit de la décentralisation, c'était justement d'amener ces administrations à la base, mais je pense qu'on n'y a pas encore très bien réussi. Il faut faire plus d'efforts. Et moi, je crois vraiment à la démocratie communautaire, la démocratie de quartier. C'est là-bas où vous avez plus de transparence, c'est là-bas où vous avez plus d'engagement, et c'est là où les gens également défendent ce qui leur appartient. Votre pays préside la présidence tournante de l'Union africaine. Comment voyez-vous cette présidence en termes de sujets traités, en termes d'actions à mener? Ça, c'est une occasion en or pour que la diplomatie sénégalaise assure cette vision panafricaniste concernant ce continent. Comment voyez-vous la structuration en termes de contenu? Bon, ça, il faudra poser la question au président Sall, hein, qui a son agenda. Mais je suis sûr qu'il va beaucoup parler du modèle africain, c'est ce qu'il connaît le plus. Hein. Il en est à sa 10e année de gouvernance. Je pense que ce qui nous réussit au Sénégal, c'est la démocratie, c'est le modèle démocratique, c'est le respect des institutions, c'est le renforcement même des institutions. Je viens de vous dire qu'on vient de finir nos élections municipales. Bon, on attend les résultats définitifs, mais il n'y a pas de contestation majeure, ni de la part de l'opposition, ni de la part du pouvoir. Donc, ça veut dire que ça marche. Je pense que voilà comment on peut éviter justement ces coups d'État qui commencent un peu à faire beaucoup là, et qu'on aimerait voir complètement disparaître. Mais l'Afrique, je pense que nous avons 3 gros problèmes. Le premier, c'est la sécurité. Sans sécurité, on ne peut rien faire. Et moi, je suis pour la création d'armées africaines, même si ce n'est pas une armée permanente, mais une armée, disons, avec des cantonnements dans des zones qu'on considère comme étant des zones à risque, avec une contribution des États. Je pense que ça, c'est important. Face à la menace terroriste, on sait très bien qu'il y a des groupes qui se sont déplacés de certaines zones géographiques vers l'Afrique. Et ça, c'est important. Deuxièmement, je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble sur le renforcement de notre tissu industriel. Ça doit être une mission de l'Union africaine, une mission aussi du président Sall, pour qu'on puisse, dans le cadre de la ZLECA, la zone de libre-échange africaine, qu'on puisse voir émerger des compagnies africaines dont les bénéfices resteront en Afrique. Ça, c'est important. Voilà, on n'exclut personne, mais c'est important qu'on puisse créer ces grands conglomérats africains. Troisièmement, je pense qu'il nous faut avoir des politiques de jeunesse efficaces. Je pense nous n'en avons pas encore. Ça va définir le type de production que nous voulons promouvoir. Ça va définir également, disons, le soutien à un secteur particulier comme l'agriculture. Nous savons que c'est un secteur qui peut absorber beaucoup de bras, créer beaucoup d'emplois, mais pas alors avec l'agriculture telle qu'on le faisait à l'ancienne. Là, non, une agriculture modernisée, voilà, qui produit également de la richesse. Donc, je crois que ces 3 aspects, si je dois donner des conseils au président Sall, et je lui en ai donné, je les focaliserai sur ces 3. Encore une fois, la sécurité, l'étoffement, le développement du tissu industriel et une attention particulière à la jeunesse.
Mais l'Afrique n'est pas seule dans le monde. Vous avez vu, vous êtes une passionnée de géopolitique. On voit qu'aujourd'hui, l'Afrique est devenue aussi un enjeu de rivalité géopolitique. Et on l'a vu avec la Russie, en Centrafrique, au Mali, peut-être demain au Burkina. Êtes-vous inquiète par cette intrusion des acteurs comme la Turquie, pas seulement la Russie, par ces acteurs qui vont aviver les situations en Afrique? Oui, mais vous savez, il faut également qu'on donne cette considération qu'exigent les jeunes Africains et les Africains d'une manière générale. Les Africains ont le droit d'ouvrir leur coopération à tout le monde, les anciens amis, bien sûr, et les nouveaux amis. Le tout étant d'être dans une situation gagnante-gagnante. C'est ça la question. Moi, ce qui me préoccupe, c'est les intérêts de l'Afrique dans les partenariats avec, disons, les différents pays qui s'intéressent à l'Afrique. Nous avons besoin d'attirer des investisseurs. C'est clair, je parle français, je ne parle pas chinois. Donc, évidemment, il y a une tradition avec la France qui est l'un des premiers investisseurs au Sénégal. Et je le dis à chaque fois que j'interviens au niveau international. Mais nous avons aussi d'autres amis, de nouveaux amis. Il n'y a pas d'exclusivité, on va dire. Et ce qui nous préoccupe surtout, ce sont les intérêts africains. Et de ce point de vue-là, il faut développer le commerce intra-africain, qui est très faible, très faible. Je crois qu'il est de l'ordre de 12%, alors que dans d'autres parties du monde, il est de 60%. Il faut que la ZLECA, la nouvelle zone de libre-échange africain, se fasse à travers des échanges intra-africains, que je puisse manger de la banane kenyane, qu'il puisse consommer de l'arachide sénégalais, que je puisse conduire un véhicule, je ne sais pas moi, d'Afrique du Sud ou du Kenya, ou même un véhicule sénégalais. Et voilà, moi, là où je souhaiterais mettre la priorité. Donc, c'est une invite à nos partenaires à comprendre que l'Afrique a beaucoup évolué. Et il faut évoluer du point de vue du discours. Vous ne pouvez pas parler aux Africains n'importe comment, ce n'est pas acceptable. Ce ne sera jamais accepté. Alors ça, je pense qu'il faut réviser les cours de diplomatie dans les écoles européennes. Il y a une nouvelle génération qui a fait ses études, qui est sans complexe, qui est décomplexée. Moi-même, je suis né après l'indépendance du Sénégal, donc je n'ai pas connu le système colonial en tant que tel. Donc je pense qu'il y a une adaptation que nos partenaires doivent faire avec cette aspiration, je l'ai dit, d'égalité. Ça, c'est très important. Nos intérêts, plus que jamais, nous comptons les défendre. Et je crois que c'est ça le message de la nouvelle génération. Il ne faut pas le prendre comme des actes de rejet, il faut les prendre comme des actes de défense de ses intérêts personnels, comme le font toutes les nations. Et ça, l'Union africaine doit jouer un rôle important. Je prends un domaine particulier. Qu'est-ce qui empêche l'Union africaine de créer les conditions pour des commandes collectives? Je l'ai dit pendant la période de la Covid, lorsqu'on était vraiment au plus profond de la crise de la Covid. Il faut qu'on puisse acheter ensemble des vaccins, au lieu que le Sénégal achète, le Kenya achète, etc. Pourquoi ne pas avoir ensemble une commande? On peut le faire dans tous les domaines. Pourquoi ne pas avoir une pharmacie africaine? Et voilà, c'est une idée qui est en cours actuellement. Une industrie de l'automobile africaine, de grandes universités africaines, en collaboration avec tous nos partenaires. Ça, il faut le prendre comme ça. Mais les termes de l'échange en Afrique, on en parle depuis longtemps, ils ont définitivement changé. Pourquoi ils ont changé définitivement? Parce qu'il y a également une offre qui s'est diversifiée. L'émergence de nouveaux pôles de développement a un impact également. Il est possible maintenant de dialoguer et de discuter avec l'Inde, avec le Brésil, avec la Russie, avec l'Afrique du Sud, mais également avec les autres pays européens, les États-Unis, la France, l'Allemagne. Il n'y a plus cette relation d'exclusivité et il faut l'accepter. Et une fois qu'on l'aura accepté, on trouvera justement de meilleurs moyens de travailler ensemble et de vivre ensemble, sans que personne ne le prenne personnellement. Votre cérébralité explique votre passion des idées, de la réflexion. On aurait aimé aller plus loin sur d'autres sujets. Le temps est limité, hélas. Je vous remercie, Aminata Touré, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous étiez ancien Premier ministre, plusieurs fois ministre, vous étiez aux Nations Unies. Merci d'avoir coloré notre quotidien par vos idées, par vos initiatives. Ça a été un plaisir, M. Benaïch, et bonne continuation à News African Magazine.
Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.